Dernièrement, vous avez probablement entendu parler de l'événement consistant à envahir la zone 51 dans le Nevada aux États-Unis dans l'espoir de trouver des aliens. Et oui, c'est clair que ces zones secrètes et très protégées, ça vend du rêve. Eh bien, connaissiez-vous l'existence d'une base tout aussi secrète que celle du Nevada, mais se trouvant en France? C'est tellement secret que sur Google Maps, la zone est entièrement censurée, contrairement à la zone 51 qui, elle, est totalement visible. Et encore plus formidable pour moi, cet endroit contient une histoire riche et vieille de plusieurs siècles. Vous savez quoi? On y va. Nous sommes sur la presqu'île de Crozon, à l'extrémité ouest de la France, à quelques kilomètres de Brest. C'est ici que se trouve l'île Longue, la base sous-marine la plus importante en France. C'est d'ici que partent les SNLE, pour sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Autrement dit, c'est derrière moi que se trouvent les sous-marins capables de déclencher le feu nucléaire. Mais avant d'être une base ultra secrète, l'île Longue a toujours dégagé une aura un peu particulière. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui à travers son histoire. Tout débute au XVIIIe siècle où l'île n'est encore qu'une carrière. C'est là qu'était extrait le porphyre, une roche qui servait à paver les rues de Brest et de ses alentours. Vauban, l'un des ingénieurs préférés de Louis XIV et spécialiste de la défense, va s'intéresser à ce secteur et va entreprendre les premières fortifications. Vauban est un des architectes militaires les plus réputés de son époque. Il est architecte notamment de la célèbre citadelle de Lille. Mais son intérêt pour la presqu'île va se tourner à quelques kilomètres de là, à l'opposé de la presqu'île avec la construction de la tour Vauban. En effet, l'île Longue a une importance stratégique. Elle se situe dans la rade de Brest et donne directement sur l'Atlantique. Puis à la fin de ce siècle, en 1776, l'île Longue devient réellement une zone militaire et un fort y est construit. Ce fort est davantage tourné vers la mer, mais un siècle plus tard, en 1878, le fort est agrandi et un rempart est construit cette fois côté terre. C'est le seul vestige qui reste de cette époque. Aucune image récente à vous montrer de ces vestiges puisque aujourd'hui très peu de personnes y ont accès. Jusque-là, sans grande importance, c'est pendant la Première Guerre mondiale que le petit fort de l'île Longue va adopter le rôle de camp de prisonniers. On est alors en août 1914 et la guerre vient de débuter. Un navire venu de New York est intercepté par la marine française. À son bord, près de 1500 personnes de nationalité allemande, austro-hongroise et ottomane. Ces gens sont arrêtés puis déclarés prisonniers de guerre. Ils sont envoyés à Brest, puis enfin sur l'île Longue. Ils sont rejoints par la suite par d'autres prisonniers de guerre au cours du conflit. Ils seront libérés à la fin de la guerre, le dernier prisonnier étant libéré le 31 décembre 1919. 2 décennies plus tard, en 1940, l'Allemagne hitlérienne envahit la France. Les Allemands bâtissent le mur de l'Atlantique, une suite de fortifications allant de la Norvège jusqu'au sud de la France. Des fortifications et des blocos sont construits dans et autour de la zone. Au sein même de l'île Longue est installée une batterie antiaérienne qui restera fonctionnelle jusqu'en 1944. À la fin de la guerre, l'île repasse aux mains des Français et devient une terre agricole. Jusqu'en 1960, où la France réalise le 13 février en Algérie le premier essai nucléaire de son histoire. La France est désormais au même titre que les États-Unis ou l'Union soviétique, une puissance nucléaire. Pour rappel, on est en pleine guerre froide et disposer alors de l'arme atomique est un avantage net pour conserver la souveraineté de son pays. 5 ans après, en 1965, la France cherche à créer un sous-marin capable de tirer un missile nucléaire. Et c'est De Gaulle qui va décider que l'île Longue sera la base de départ des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Alors la France et les sous-marins, c'est une grande histoire et qui commence dès la fin du 19e siècle avec le plongeur. Mais il ne faut pas confondre les sous-marins à propulsion conventionnelle et qui ont depuis totalement disparu. Puis aujourd'hui, les deux grands types qui existent, à savoir les sous-marins à propulsion nucléaire, les SNA pour sous-marins nucléaires d'attaque, qui tirent des missiles balistiques classiques et qui eux sont amarrés à Toulon. Et les SNLE qui eux sont à propulsion nucléaire et qui embarquent chacun 16 têtes nucléaires pouvant être tirées à tout instant et eux sont amarrés à l'île Longue juste derrière moi. C'est en 1971 que le redoutable, le premier SNLE français, prend son service. La France va alors en tout se doter de 10 sous-marins lanceurs d'engins. 6 de première génération qui ont duré jusque dans les années 2000. Puis la deuxième génération, ceux actuels avec le Triomphant en 1997, le Téméraire en 99, le Vigilant en 2004 et le dernier, le Terrible en 2008. Et oui, leur nom pète la classe, mais les SNLE de première génération, eux aussi avaient des noms assez stylés, comme le Triomphant, le Foudroyant ou encore l'Indomptable. Et la France développe actuellement sa 3e génération de SNLE, prévue pour 2023. C'est là qu'on arrive en 2019 et c'est là, derrière moi, qu'a lieu la maintenance des SNLE français. La zone compte 4 îles, dont l'île Longue, même si c'est plus une presqu'île, et 3 autres îles aux noms très sympathiques, île de Tébéron, l'île des Morts et l'île Perdue. Pour l'anecdote, ces noms un peu glauques ne viennent pas de nulle part. Au XVIIe siècle, de plus en plus de navires accostaient à Brest, et parfois des épidémies étaient déclarées à bord. Donc pas le choix, il fallait mettre ces navires en quarantaine, et c'est cette île qui fut choisie. Bon, et maintenant il n'y a plus que des ruines de ces bâtiments où étaient entreposées les personnes contaminées, et ces îles rentrent dans la zone de protection de l'île Longue, donc sont elles aussi interdites d'accès. L'île Longue en elle-même, c'est 3 parties. La zone de sécurité, fermée par des barbelés et des grillages électrifiés,
puis la zone nucléaire où sont stockées les têtes nucléaires, puis la zone navale où sont amarrés les sous-marins pour de la maintenance. Sur les 4 SNLE français en service actuellement, il y en a toujours 2 en maintenance, un 3e en alerte et le 4e sous l'eau en immersion, donc indétectable. Chacun d'eux possède 16 missiles nucléaires et dans chaque missile il y a 6 têtes nucléaires. Et chacune de ces têtes est plusieurs centaines de fois plus puissante que les bombes d'Hiroshima et Nagasaki. Mais il n'est aucunement question de les utiliser, c'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire, que je ne vais pas détailler ici puisque je vais vous renvoyer à une ancienne vidéo où j'en parle un peu mieux. Bon, là on sort un peu du domaine de l'histoire, mais bon, la question que tout le monde se pose, comment est-ce qu'on tire un missile nucléaire? Bon bah déjà je vous rassure, il n'y a pas de bouton rouge. L'ordre vient obligatoirement et directement du président de la République. Il doit être situé dans la salle de commandement sous l'Elysée et depuis la mallette des codes qui le suit partout dans ses déplacements. C'est de là que va être envoyé l'ordre sous un message radio basse fréquence quasiment impossible à intercepter. Le code présidentiel, tu rappelles au poste de combat à l'équipage. Une fois l'ordre de tir reçu, le sous-marin coupe définitivement tout contact avec le monde extérieur et plus rien ne peut l'empêcher de tirer. Les codes envoyés par le président permettent ensuite de déverrouiller les têtes nucléaires et ensuite de pouvoir être tirés. Ces derniers ont une portée de plusieurs milliers de kilomètres, même si en France on reste en dessous des Américains ou des Russes qui eux peuvent pratiquement frapper n'importe où sur la planète. Premier missile parti, nous poursuivons la séquence. Sous phase de tube 5. Un par un, calmement, Sous phase de tube 6. Pierre va lancer 16 missiles nucléaires. Sous phase de tube 14. Tout missile parti, commandant. Et voilà comment une petite carrière bretonne est devenue en l'espace de 3 siècles l'un des lieux les plus secrets et sécurisés en France et même au monde. Et c'est derrière moi que sont stockées des armes pouvant anéantir un pays tout entier. Et ça, bah, c'est assez particulier. Merci à vous, si tu as aimé cette vidéo, pense au like, au commentaire, à t'abonner, à aller me soutenir sur Utip, à me suivre sur Twitter, Instagram et à aller nous rejoindre sur le Discord. Quant à moi, je vous souhaite une bonne rentrée et à bientôt.